Ces banquiers qui avaient imaginé des modèles très spéculatifs ont entraîné une récession mondiale. Un autre monde est-il possible ? Moi, j'aurais tendance à commencer en disant c'est le nôtre qui n'est plus possible. La démocratie, c'est pas uniquement le fait d'aller voter, encore faut-il voter pour des valeurs. Nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas véritablement bien réparties et partagées. Je ne suis pas sûre que le seul progrès qui vaille soit l'accès au bonheur. Le bonheur de Voltaire, c'est il faut cultiver son jardin. De façon générale, on ne peut pas mieux faire qu'avec les anagrammes. Vous prenez l'anagramme de Carpe Diem, ça donne « ça déprime ». En neurologie, on sait que je ne peux prendre conscience du bonheur que si auparavant j'avais eu du malheur. Le bonheur, c'est la sensation de vivre ce à quoi on aspirait. Je crois qu'une des plus belles conquêtes de l'espace, c'est d'avoir pris cette conscience de notre planète. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que 3 personnes ou 4 personnes dans une voiture, c'est mieux que 3 ou 4 voitures par personne. La révolution numérique, elle permet de faire des économies sur cette révolution industrielle passée. Qu'est-ce qui a organisé le monde tel qu'il est ? C'est bien les êtres humains. Parce que l'école, c'est une chance pour nos enfants. C'est une chance. En 68, on revendiquait une certaine légitimité de la rue par rapport à celle des urnes. Les secours arrivaient toujours trop tard. J'ai un ami très proche dont la femme s'est radicalisée récemment. Elle a fait des études, des très hautes études. Elle avait un bon métier. Et que n'importe quel progrès technique conduit à une amélioration morale. Il me semble que plus personne ne croit ça. La société française, elle est en proie à un certain nombre de morcellement. Il y a des jeunes qui ont tendance à se radicaliser. Ceux qui veulent tenter de faire, d'instituer une société sans artistes ont du boulot. Le critique littéraire, après la sortie de Madame Bovary, a écrit « Monsieur Flaubert n'est pas écrivain ». Qu'est-ce qui vous fait choisir le sujet d'un roman ? Cette accumulation des connaissances, il faut l'ingurgiter, il faut l'absorber, il faut la comprendre. Je trouve ça difficile de ne pas être optimiste. Évidemment, le défi qui nous arrive maintenant, c'est le défi du changement climatique. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit résigné, il faut qu'on soit des engagés. Et nous avons tous ce pouvoir de changer le monde. Les grands sages chinois, Bouddha disait, ils ont 2 immenses oreilles et une seule bouche, parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Je considère que l'allongement de la durée de la vie est une très bonne nouvelle. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que l'information scientifique circule et passe au grand public. Ces grandes villes, les gens ne viennent pas parce qu'ils trouvent du travail, ils viennent parce qu'ils viennent de campagnes qui sont ruinées. Je crois que savoir que l'autre, celui qui est en face de toi, possède des trésors qu'il peut t'apporter, quoi. C'est quoi l'amour qui va faire qu'on reste le proche de celui qui se fragilise ? Comment ça marche l'amour ? On ne sait plus. Et j'ai commencé la musique, je crois, déjà dans le ventre de ma mère. On demande de plus en plus à la recherche d'avoir des résultats à court terme. Je dis arrêtons ces logiques suicidaires d'austérité. Que la gauche, normalement, est liée au progrès. Croire au progrès, c'est croire que le futur peut être différent du présent. Je pense qu'avant mon exposé, cet exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles seront confuses. Voilà. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour partager avec vos invités un sujet qui, bien évidemment, impacte directement votre vie, puisqu'on va parler de la santé, de la médecine, avec des découvertes qui sont de plus en plus importantes, des mutations, comme on dit, des innovations qui vont modifier la prise en charge d'un certain nombre de maladies. Et on va essayer de voir, en fin de compte, si ces innovations qui ont à voir avec l'imagerie, avec la génétique, ont un impact sur la durée de vie, avec cette notion qu'aujourd'hui, on est très content de parler de l'espérance de vie, mais on devrait plus spécialement se focaliser sur l'espérance de vie en bonne santé, puisque c'est ça la vraie problématique. Ça ne sert à rien de vivre très longtemps si on n'a pas toutes ces facultés, bien évidemment. Donc nous allons, avec vos invités, envisager à la fois le domaine médical, le domaine scientifique et un certain nombre de règles sociétales, l'éthique, la génétique, qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux outils. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ces rencontres capitales, c'est la 5e édition, ces rencontres capitales ont lieu tous les 2 ans et on y parle essentiellement bien sûr de sciences, de progrès
au sein de la société, car la vraie question, c'est de remettre tous ces éléments-là. Ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des choses qui nous permettent de vivre au jour le jour. Dans ces grandes mutations, on sait que il n'y a pas que la santé, bien évidemment, et vous avez d'autres conférences. Alors peut-être vous avez vous assisté déjà à d'autres conférences, mais la santé nous préoccupe directement, et on a souhaité, et c'est ce qui se passe dans ces rencontres capitales, qu'un panel vous représentant en quelque sorte, en sachant que vous aurez bien évidemment la parole à la fin de la session, que ce panel vous représente pour poser un certain nombre de questions. Donc ils ont beaucoup travaillé, ils ont bien finalisé leurs questions, bien polissé leurs questions, et on leur passera la parole bien évidemment tout à l'heure. Je voudrais insister sur également des partenariats qui sont liés, et vous le voyez à mes côtés, ce sont des sessions qui sont accessibles aux sourds et malentendants, grâce à la Fondation pour l'audition, qui assure la traduction en langage des signes. Et puis aussi un partenariat que l'Académie des sciences, puissance invitante, nous fait chaque année, c'est-à-dire la Maison des journalistes, qui est une résidence pour les journalistes réfugiés politiques. Et puis dernier partenariat, qui me concerne bien évidemment directement, puisque moi je suis Alain Ducardonnet et je suis médecin, cardiologue, toujours pratiquant, et également consultant santé pour BFM TV, RMC et Le Parisien Magazine. Et donc, le BFM TV est partenaire de ces rencontres pour la 2e année. Et c'est à la fois un honneur et un plaisir, bien évidemment. Alors, pour ce débat assez large, mais on va essayer de se focaliser sur les questions importantes, je voudrais vous présenter nos intervenants, vos invités. Et je commencerai volontiers par Pascal Cossard. Vous avez remarqué que le panel est assez équilibré, que la représentation est totalement équilibrée. Alors qu'en fait, quand même, à l'Académie des sciences, la féminisation est importante. Mais non, là, le panel est relativement déséquilibré. Voilà, Pascal Cossard. Pascal Cossard est professeur à l'Institut Pasteur. C'est une microbiologiste et elle est secrétaire perpétuelle à l'Académie des sciences pour la division qui s'occupe justement de la chimie, de la biologie et de la médecine. Alors, je ne résiste pas au plaisir, parce que quand on dit microbiologie, vous dites « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de microbiologie ?» Alors, si vous voulez tout savoir, vous avez un livre, tout simple. Voilà, oui, je fais de la pub, oui. Mais c'est de la pub intéressante parce que la nouvelle microbiologie, chez Odile Jacob, eh bien là, ça devient totalement accessible, si vous voulez savoir ce qu'est la microbiologie. Mais pour vous mettre en appétit, je vais demander à Pascal Cossard, comment est-ce qu'on pourrait... À quoi sert la microbiologie? Qu'est-ce que c'est que la microbiologie? C'est micro, d'accord, mais ça sert à quoi? De dire que la microbiologie, ça sert à quelque chose, c'est de comprendre un tout petit peu tout ce qui se passe dans le domaine de l'infiniment petit. Vivant, puisque la microbiologie, c'est ce qui est petit, mais ce qui est vivant. Donc, ce livre a été provoqué par le fait que j'estime que depuis 20 ans, il y a une révolution dans tout ce qu'on connaît, aussi bien au niveau des bactéries, aussi bien au niveau des bactéries qui sont dans l'environnement, qui sont dans notre corps, des bactéries qui sont bénéfiques, puisque... Donc, elles ne sont pas toutes méchantes. Non, mais vous le savez très bien. Il y en a très peu qui sont pathogènes et en fait, il y en a beaucoup qui sont des amis. Et donc, ce livre essaie de montrer que l'équilibre de la vie dans l'environnement, dans, disons, la végétation, dans l'organisme humain chez les animaux, a besoin de bactéries. Voilà. Voilà, nous allons revenir vers vous sûrement pour plein de questions, parce que ça pose question, bien évidemment, et puis que cette flore intestinale, dont on va sûrement reparler, est un élément que vous connaissez, vous, en tant que flore intestinale, pour des choses qui ne sont pas toujours très sympathiques. Mais, en l'occurrence, ça sert à beaucoup d'autres choses et à comprendre peut-être un certain nombre de mécanismes de maladies. À vos côtés, Lionel Nakache, vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, et en particulier, vous travaillez à l'Institut Cerveau et Moelle, l'ICM, qui, vous savez, est un très grand centre parisien, mais français, et on devrait dire mondial, de recherche dans ce domaine. Vous participez également aux travaux du Conseil national d'éthique, et donc à ce titre, on aura sûrement un certain nombre de questions à vous poser. Alors, un petit mot d'abord de l'ICM. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes aussi. Un petit mot sur l'ICM. Ouais. L'ICM, c'est donc avant tout, c'est un bâtiment. Donc je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un bâtiment qui se situe sur le campus de la Salpêtrière. Donc c'est assez précieux pour nous parce que la Salpêtrière, en termes de taille, je ne parle pas de qualité, mais c'est le plus grand hôpital en fait de Paris, notamment dans les pathologies neurologiques et aussi psychiatriques. Et donc on a la chance d'avoir cet institut de recherche
qui nous permet de réunir 25 équipes, même maintenant 28 équipes, articulées autour du système nerveux, à la fois pour une recherche fondamentale, mais aussi pour ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire des applications, notamment dans le champ des pathologies. Voilà. Et il y a un mode de fonctionnement un peu original, puisque je pense un peu comme Pasteur, je ne suis pas spécialiste des organisations vraiment, mais il y a un partenariat mixte public-privé, avec je crois à peu près 70% de fonds publics et 30% de fonds privés. Et voilà, qui est un peu une des particularités de l'ICM. Voilà. Un de vos domaines de prédilection, c'est de travailler en fait sur la conscience, c'est-à-dire d'essayer de comprendre. Il n'y a pas que la conscience, parce que vous avez commis un certain nombre de livres qui sont beaucoup plus larges. Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre dans la conscience ? Alors à la base, sans vous ennuyer trop longtemps, mais parce que c'est la question qui me fascine depuis assez longtemps, c'est entre guillemets, vous ouvrez les yeux et on a immédiatement tous, chacun d'entre nous, un point de vue sur le monde. On peut appeler ça un point de vue subjectif. Ce qu'on perçoit, ce qu'on croit, ce qu'on pense, etc. Et il m'intéresse de comprendre les rouages biologiques et les propriétés psychologiques de la conscience. Et à l'aide des neurosciences, à l'aide de la neurologie aussi et de la psychiatrie. Alors évidemment, il y a une perspective, on pourrait dire fondamentale, presque une théorie de la connaissance qui va faire revisiter des vieilles questions. Mais il y a aussi des applications extrêmement concrètes, et c'est peut-être celle-là qui nous intéresse aujourd'hui le plus. C'est qu'en médecine, il y a tout un ensemble de patients chez lesquels la question de savoir s'ils sont encore conscients, c'est-à-dire s'ils ont une expérience subjective, s'ils peuvent se rapporter à eux-mêmes leurs perceptions, leurs pensées, en fait, on ne sait pas vraiment y répondre. Et ce champ des patients qui va depuis, dans le coma à l'extrême, jusqu'à des états où les patients sont conscients mais paralysés, entre ces deux extrêmes qui sont, entre guillemets, relativement faciles sur le plan technique à sonder, il y a une majorité de situations où on ne sait pas vraiment répondre. Des patients qui sont éveillés sans être conscients, par exemple des patients en état végétatif, des patients en état de conscience minimale, etc., des termes que vous avez dû entendre. Et donc, il y a aussi des applications très pratiques. Bien évidemment, on pourra tout à fait y revenir. Aux côtés de Pascal Cossard également, Jean-Christophe Ruffin. Alors, Jean-Christophe Ruffin, il a beaucoup de casquettes, donc on a du mal à le présenter. Il est bien évidemment médecin, mais également historien, diplomate. Vous savez qu'il était ambassadeur au Sénégal. Il a été élu au fauteuil d'Henri Troyat comme plus jeune membre de l'Académie française en 2008. Et puis, vous le connaissez sûrement, indépendamment de cet aspect médical humanitaire, puisqu'il a participé à la création de Médecins sans frontières, par exemple, mais il a également beaucoup œuvré dans Action contre la faim. Vous le connaissez bien évidemment pour son volet écrivain, avec en particulier Rouge Brésil, mais qui était un parmi tant d'autres, qui était le prix Goncourt 2001. Et puis, si on veut être complet, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le Suspendu de Conakry. C'est un policier. Et je vous conseille de le lire parce que c'est un peu, on va dire ça, c'est un peu l'histoire de Jean-Christophe Ruffin sans le dire pour autant. Mais je vous renvoie à ça. Jean-Christophe Ruffin, comment est-ce qu'on se passionne comme ça, à la fois pour la politique, puisqu'en fait vous avez fait des études médicales, en même temps que des études politiques ? Oui, alors je me sens très illégitime, j'aime autant vous le dire, dans cette place, parce que d'abord, la salle que je fréquente, c'est celle qui est derrière. Je le dis pour ceux qui ne viennent pas régulièrement ici. Il y a une petite salle avec le cardinal de Richelieu qui nous regarde, qu'on a mis par terre parce qu'il y a des travaux, on ne voulait pas qu'il nous tombe dessus. Et c'est la salle du dictionnaire. Donc là, j'arrive chez les non-voisins de l'Académie des sciences et je me sens évidemment un peu à l'étranger. Moi, j'ai commencé... Tu as l'habitude de l'étranger, ça va. Oui, mais un étranger sans visa. Hein. Alors, effectivement, moi, j'ai commencé... comme Lionel Nakache, mais il y a beaucoup plus longtemps, et comme médecin et même comme neurologue. Et puis, j'ai participé à cette grande aventure de l'humanitaire, ce qu'on a appelé les French Doctors. Alors, évidemment, on dit ça, il faudrait le traduire. Mais ça nous a tous amenés vers d'autres choses, déjà d'autres continents. Et puis, pour un certain nombre d'entre nous, vers des responsabilités politiques ou diplomatiques. Voilà. Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont choisi la voie politique, je n'ai jamais été élu, mais effectivement, l'humanitaire m'a conduit ensuite à prendre des responsabilités dans d'autres domaines. Et c'est le seul petit espoir que j'ai d'avoir quelque chose à dire dans ce débat, c'est que ça m'a donné une expérience, en effet, de la santé d'un point de vue international, et c'est peut-être ce qui me permettra d'avoir 2-3 choses à ajouter. C'est déjà beaucoup, parce qu'il faut sortir un peu de nos frontières et regarder ailleurs comment ça se passe pour pas forcément tout le temps se plaindre et se lamenter. De l'autre côté de la table, mais ils sont amis, je vous le rassure, le professeur Alain Fischer. Le professeur Alain Fischer est un immunologiste, comme on dit, pédiatrique connu et reconnu de longue date, et il a été le cofondateur de l'Institut génétique Imagine Necker. On va en dire un petit mot parce que, Alain Fischer, l'immunologie
connaît aujourd'hui une espèce de reconnaissance supplémentaire. Et vous avez été quand même le premier. Alors, vous savez, c'est quelque chose qui va tout de suite vous dire quelque chose. La notion des enfants bulles. Vous vous souvenez de ça? Les enfants bulles, c'est Alain Fischer. Donc, on va lui demander simplement de nous dire aujourd'hui, l'immunologie sert à quoi? C'est parfait que je sois exactement en face de Pascale Cossard. Pascale Cossard représente et elle étudie merveilleusement le monde des microbes. Et elle vous a dit tout à l'heure que l'immense majorité des microbes n'étaient pas pathogènes. Seuls quelques-uns provoquent des maladies. C'est évidemment totalement exact, mais c'est exact parce qu'il existe en face pour nous défendre un système immunitaire. Et notre système immunitaire est utile, il n'est pas parfait. Certains microbes, on peut penser au VIH par exemple, savent très bien lutter efficacement contre notre système immunitaire. Mais notre système immunitaire arrive à mettre à raison beaucoup de microbes, des pathogènes, mais aussi des microbes non pathogènes. Donc la notion de pathogénicité est relative, et la relativité dépend du système immunitaire. Donc ce système immunitaire, il nous permet de vivre aujourd'hui, mais il a ses failles. En fait, d'une certaine façon, c'est même le prix à payer de l'évolution de ce système immunitaire qui s'est développé en co-évolution avec les microbes. Par exemple, nous co-évoluons avec le bacille de la tuberculose depuis 70 000 ans, à titre d'exemple. Et il a ses failles, un prix à payer de ses défenses fantastiquement sophistiquées, que nous commençons à connaître. Les failles, par exemple, ce sont les maladies allergiques, les maladies auto-immunes, qui sont évidemment en partie dépendantes de l'environnement, mais qui sont dépendantes de la façon dont le système immunitaire s'est construit. Donc étudier le système immunitaire, c'est très intéressant sur un plan fondamental et c'est très important sur le plan médical. Un petit mot de l'Institut Imagine, parce que c'est quand même une agrégation fantastique de cerveaux et de pratiques intéressantes. Alors, l'Institut Imagine, Institut des maladies génétiques, c'est l'acronyme, est situé sur le campus de l'hôpital Necker Enfants Malades, qui est un grand hôpital pédiatrique où depuis un grand nombre d'années sont pris en charge des enfants atteints de maladies génétiques. Il faut savoir que dans le monde occidental, dans les pays riches, les maladies génétiques, avec les accidents et les cancers, représentent les grandes pathologies de l'enfance. Nous avons la chance d'être à l'abri des grandes pathologies infectieuses et de la malnutrition, contrairement à d'autres, et je pense que Ruffin pourra en reparler si nécessaire. Et donc les maladies génétiques, ça touche 3% de la population environ, ça fait du monde. Ce sont des milliers de maladies, chacune prise isolément et relativement rare. Donc on les connaît mal. Et donc l'objectif de l'Institut des maladies génétiques, c'est à partir des patients, surtout des enfants qui sont pris en charge dans l'hôpital, où il y a des experts de tel ou tel type de maladies, qu'elles touchent le cerveau, les reins, le système immunitaire, la peau, etc., de développer au plus proche des malades une recherche qui ensuite a des objectifs fondamentaux, mais dont aussi on escompte qu'elle puisse revenir vers les malades par l'amélioration des outils diagnostiques, et en génétique c'est absolument évident aujourd'hui, mais aussi en termes de prévention et de thérapeutique. Donc c'est ça l'Institut Imagine, c'est de faire tout ça. C'est 500 personnes environ qui travaillent ensemble avec ces objectifs. Voilà, c'est dire si tout cela sera au centre de nos débats et de nos échanges. Dernier intervenant, Idriss Aberkane, vous êtes essayiste. Vos talents de vulgarisateur, de communicant dans le domaine des connaissances, de la connaissance et des neurosciences, et largement, je suis sûr qu'il y a dans la salle des gens qui ont déjà regardé les conférences d'Idriss Aberkane, et les conférences TED, bien évidemment. Donc vous le connaissez déjà de cette façon-là. Il collabore avec Le Point, le Huffington Post, un certain nombre donc, de médias connus. Et puis, il a été vraiment révélé en 2016 par son livre « Libérez votre cerveau », chez Robert Laffont, où tout est un peu neuro. C'est en particulier la neurosagesse, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses au niveau de la neuro. On va y revenir juste avec quelques mots. Mais premier point, je voudrais quand même que vous nous définissiez, parce que la notion d'économie dans le monde industriel, on connaît, mais vous parlez d'économie de la connaissance. Quelques mots là-dessus. Eh bien, l'économie de la connaissance, pour commencer, c'est pas la plus récente, c'est pas une mode, c'est la plus ancienne. L'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger des matières premières. Le feu, c'était un savoir, ça passait d'une tribu à l'autre, et c'est un échange qui s'est opéré bien avant les échanges d'amphores, d'huile d'olive, de vin ou même la monnaie. On échangeait bien avant les choses matérielles, on échangeait des informations sur les sites de chasse, les terrains de migration, les baies qui sont comestibles ou non. Et ces échanges de savoir sont antérieurs aux échanges de matières premières. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue justement neuroscientifique, c'est que notre cerveau a beaucoup de mal avec l'immatériel. Notre cerveau voit davantage le monde matériel, toujours. Parce que le monde matériel, c'est le monde qu'on peut manger, ou qui peut nous manger.
Donc l'évolution nous a toujours dotés d'une priorité immédiate sur le monde matériel. Et c'est pour ça que l'art abstrait est beaucoup plus chiant à regarder que l'art figuratif. Vous regarderez bien sûr c'est les musées... votre avis personnel, bien évidemment. Non, mais vous constatez simplement les scores d'audience des musées d'art abstrait et vous verrez qu'ils sont très inférieurs, toutes choses égales par ailleurs, à ceux de l'art figuratif qui est plus simple à aborder pour notre cerveau. Or, il y a une règle très simple pour le cerveau, c'est que tout ce qui demande un effort est impopulaire et tout ce qui demande aucun effort est populaire. C'est pour ça qu'il faut libérer le cerveau, alors. Oui, je n'ai tiré aucune conclusion de cette règle. Mais voilà le sujet de l'économie de la connaissance. La connaissance est partout, elle sert à la prospérité. Aujourd'hui, ceux qui font le négoce de la connaissance sont riches. Prenez par exemple la Corée du Sud, elle exporte 2 fois plus que la Russie chaque année, alors qu'elle a 3 fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoire. Alors, autre versant, donc, comme vous dites, libérez votre cerveau. C'est-à-dire qu'on a tous le même cerveau, mais que simplement on ne sait pas s'en servir ? Non, c'est pas tout à fait ça. Le vrai, on n'a pas évidemment le même cerveau. Notre cerveau est aussi différent les uns des autres que les empreintes digitales, ne serait-ce que dans les circonvolutions du cerveau. Mais par exemple, il y a le mythe selon lequel on n'utiliserait que 10% de notre cerveau, qui est bien sûr un mythe, mais qui n'est même pas faux. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça voudrait dire 10% de nos mains ? Quand on joue au piano, combien de pourcents de nos mains on utilise ? Combien de pourcents sont en contact avec les touches ? On sait que toutes les mains sont nécessaires, mais un tout petit pourcentage est en contact avec les touches. Pour le cerveau, c'est pareil. Mais ce que j'ai voulu étudier et présenter dans mon livre, c'est un cas très intéressant de psychologie militaire qui a été développé notamment par la CIA et par d'autres agences comme l'Office of Naval Research aux États-Unis et que l'on appelle l'impuissance apprise et qui sont des cas précis où notre cerveau nous dit « n'essaye même pas ». Ce sont des cas où on peut convaincre quelqu'un de ce qu'il est bête. Et on peut en fait instiller dans le cerveau de quelqu'un l'idée, la conviction profonde qu'il est idiot, et cette conviction va passer au détecteur de mensonges. C'est-à-dire on peut vraiment lui faire croire en très peu de temps. D'ailleurs, certaines expériences peuvent fonctionner en 30 minutes. Et en 30 minutes, on ne va pas faire ça, je vous rassure tout de suite, on ne va pas la faire. Hein. Non, tout va bien. Tout va bien. La bonne nouvelle, c'est que plus le public est informé, et ça a été démontré dans d'autres expériences, moins il est susceptible. Donc vous avez bien fait de venir ici. C'est ça la conclusion. On va revenir vers vous, bien évidemment. Alors, on a dit le panel, donc nous allons passer directement la parole au panel. Il y a plein de questions, puis pour vous laisser du temps après pour pouvoir poser ces questions. Première question va être posée par Dan Becker. Je vais lui demander de bien vouloir se présenter. Alors, généralement, ils sont soit étudiants dans des grandes écoles ou dans des écoles, soit déjà dans la vie professionnelle, soit déjà diplômés. Donc, pour que vous vous situiez un petit mot de ce que vous faites, et ensuite votre première question. Bonjour à tous et à toutes d'être ici. Je m'appelle Daniel Baker. Je suis actuellement étudiant en histoire à l'Institut britannique à Paris. C'est pas très connu, mais c'est bon. Et donc, puisque je suis plutôt de côté histoire, je me suis dit que ça serait bien de savoir où on est maintenant en ce qui concerne la santé. Donc, je pose la question à tous. Quelles sont, d'après vous, les grandes avancées en matière de santé dans les 10 dernières années ? Merci. Voilà, donc ça c'est la question qui va nous prendre d'à peu près 2 heures. Donc si vous avez un peu de temps, il n'y a pas de problème. Non, je demandais à chacun peut-être de nous donner en effet, donc assez rapidement, dans son domaine, vu de sa fenêtre, quelle est en effet, comme l'a dit Dan, l'innovation qui vous a le plus marqué et qui vous paraît la plus importante pour l'avenir de la santé, encore une fois, de façon pratique. On commence par Pascal Cossard. On va prendre le micro. C'est très facile de répondre à votre question parce qu'effectivement, il s'est passé énormément de choses dans les 10 dernières années et j'aimerais en citer 2. On a une connaissance qui a absolument explosé sur justement tout ce qu'on appelle les assemblées microbiennes et notamment le microbiote intestinal, mais aussi le microbiote de la peau, tout ce qui se passe sur les racines des plantes, ce qui se passe dans l'environnement, ce qui se passe dans les mers. Donc la première chose, c'est ces assemblées microbiennes. C'est une révolution de pouvoir avoir accès à toutes ces assemblées. Et ça, c'est grâce à notamment la métagénomique qui fait qu'on peut regarder l'ensemble des micro-organismes vivants et non plus comme avant, isoler un micro-organisme et essayer de le comprendre. Ça, c'est la première chose. Et dérivant de ça, dérivant des bactéries, on a découvert que les bactéries avaient un système immunitaire qui, en quelque sorte, faisait qu'elles gardaient souvenir d'un virus qui était passé par là. Et cet outil qu'utilisent les bactéries pour se souvenir du passage d'un virus et lutter contre un virus qui arrive s'appelle le fameux système CRISPR,
qui est tellement sophistiqué, mais tellement bien fait, que beaucoup de biologistes s'en sont saisis et ont mis au point une technique qui s'appelle l'édition des génomes, c'est-à-dire la modification ciblée des génomes. Et ça, je pense que tout le monde a vu ça dans les journaux. Ça s'appelle CRISPR-Cas. Et c'est une technologie qui, à mon avis, est une révolution en biologie et qui va amener à des grandes choses en santé aussi. On va sûrement y revenir, parce que bien évidemment, c'était une révolution, cette espèce de ciseau, en fin de compte, pour découper le génome. Mais il ne faut pas oublier que ça vient de recherches fondamentales qui étaient faites sur des bactéries. En France et aux États-Unis. On ne va pas faire le débat. Je sais qu'il y a un débat là-dessus, on ne va pas le faire tout de suite. Anna Fischer, qu'est-ce qui vous a marqué, parce que vous avez touché à beaucoup de domaines, mais qu'est-ce qui vous paraît, comme ça, dans ces 10 dernières années, le tournant dans votre domaine à vous ? Dans mon domaine, je ne peux pas ne pas citer la connaissance des génomes, je dirais, le génome humain bien évidemment, mais aussi le génome des microbes, ça vient d'être évoqué. Mais pas que le génome humain. Évidemment, l'étude du génome humain est extraordinairement utile aujourd'hui pour comprendre l'évolution de l'homme et en médecine, pour diagnostiquer des maladies génétiques, pour diagnostiquer des anomalies associées à des cancers. Je fais allusion à des mutations du génome somatique, et non pas du génome germinal, et que ceci est très important aujourd'hui en termes la différence, c'est-à-dire les cellules... Le génome germinal, voilà. C'est le génome des gamètes, les spermatozoïdes et les ovocytes, donc qui est transmis à la descendance. Le génome somatique, c'est toutes nos autres cellules, les cellules cardiaques, les neurones, les globules blancs, etc. Donc les cellules cancéreuses. Et donc, grande avancée dans le domaine du cancer grâce à la capacité d'étudier très rapidement, très efficacement le génome. Mais si on parle génome tout seul, on manque une dimension essentielle de celui-ci, qui est sa régulation. Et donc, la régulation du génome occupe 95% du génome. Il faut savoir que nos gènes, 22 000 à peu près, ne représentent environ 2% du génome. 98% du génome ne code pas pour des protéines. Mais néanmoins, il est extrêmement important. Pendant très longtemps, on a pensé que ça ne servait à rien. En fait, il est fondamental. Il permet de réguler très finement la façon dont tel ou tel gène est exprimé, c'est-à-dire qu'une protéine est produite ou n'est pas produite par telle ou telle cellule. Donc toute la biologie dépend de la compréhension, de la régulation de l'expression des gènes. Donc pour moi, c'est l'association génome et contrôle de l'expression des gènes, dont une grande partie en interaction avec l'environnement, on appelle l'épigénétique. Donc cette révolution-là, elle est fondamentale au sens propre. Et elle impacte déjà, j'ai cité 2 exemples, les maladies génétiques et le cancer, et elle impactera profondément, je pense qu'on va en parler, la médecine et la santé dans les années à venir. Voilà, un mot qu'il faut absolument retenir, l'épigénétique. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de livres d'ailleurs qui sont sortis grand public sur ce sujet, mais c'est en effet aujourd'hui un tournant, une prise de conscience assez importante. Jean-Christophe Rufin, vu du monde, qu'est-ce qu'il y a d'important en fait dans la santé ? Il y aurait beaucoup de choses, mais moi, il y en a une que je voudrais souligner, c'est la manière dont a été pris en charge. Alors, ce n'est pas les 10 dernières années, c'est un peu plus lointain, mais ça a commencé avant, mais ça continue. Dont a été pris en charge l'épidémie de sida. C'est-à-dire que pour la première fois, à ma connaissance, une épidémie a été traitée sans vaccin, ça a été traité sur un plan mondial. C'est-à-dire que nous avons, vécu cette période dans laquelle les thérapies du sida ont commencé à développer ici, et où il apparaissait comme totalement utopique de vouloir les développer, par exemple en Afrique ou dans des pays qui n'avaient pas des moyens financiers pour les financer eux-mêmes. Et il y a eu face à ce défi un volontarisme politique qu'il faut souligner parce qu'il n'est pas si courant, qui fait qu'à un niveau mondial, il y a eu la création du Fonds mondial sida, tuberculose, paludisme, on en reparlera sûrement. Il y a eu la mise en place véritablement d'une prise en charge thérapeutique dans des pays qui n'ont absolument pas les moyens de cette maladie. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, je crois, fera date parce que, bien entendu, les maladies de ce type sont des maladies mondiales. Il n'y a pas de frontières pour les limiter, mais le réflexe jusque-là, c'était de s'en protéger. Quand il y avait une épidémie, c'était d'établir une quarantaine, s'en protéger, etc. Là, il y a eu la volonté véritablement d'installer, et beaucoup de gens étaient dans le doute d'ailleurs au début, hein. Moi le premier, je me demandais si ce serait financièrement soutenable et possible, et ça a été fait aujourd'hui. Les thérapies du sida sont disponibles dans le monde entier, quelques exceptions près, mais dans l'ensemble, on peut dire partout.
Idriss Aberkane, qu'est-ce qui vous a frappé, vous qui communiquez beaucoup, mais justement, quel est vraiment l'élément qui vous paraît le plus pertinent ? Écoutez, il ne m'a pas échappé que j'étais un petit peu la caution future de cette table ronde. Et la caution milléniale, on peut dire ça. Et donc, je vais plutôt vous parler dans ce cas-là des intentions. Derrière beaucoup de recherches, il y a une intention, pas toujours. Les antibiotiques ont été découverts par hasard, mais derrière la majorité de la recherche, il y a une intention. Et l'intention aujourd'hui, en particulier dans les zones très riches comme la Silicon Valley, c'est la mort de la mort, la fameuse. Qui est utopique, qui a un désir, qui est peut-être même une pathologie mentale. Beaucoup de gens l'ont interprété comme ça. D'un côté, on a Steve Jobs qui avait dit « la mort est la plus belle invention de la vie ». Et tous les microbiologistes le savent. Si jamais Louis XIV avait vécu 400 ans, l'humanité aurait été détruite. Donc c'est très bien que les pharaons aient débarrassé le plancher, et puis que Louis XIV aussi, malgré tout le respect que j'ai pour les rois de France. Et cette notion de mort de la mort, malgré tout, elle est très présente. Dans la Silicon Valley, on a M. Peter Thiel, qui était cofondateur de PayPal, qui a effectivement payé pour se faire injecter du sang d'adolescents. C'est vrai, ce n'est pas une légende. Il a effectivement payé une société, une compagnie qui propose des injections de sang de personnes de 19 ans. Et ce n'est pas un film. C'est pas un film, absolument. Ça fait très James Bond. Et donc, ça, c'est une tendance qui est en train de se détacher et derrière laquelle on voit revenir des relents d'eugénisme, parce qu'avec la mort de la mort, il y a bien sûr l'idée de qui aura quel ticket, qui aura le droit de vivre 200 ans, et puis qui aura le droit de vivre un temps normal. Mais l'autre sujet qui pour moi est fascinant, c'est l'interface cerveau-machine, ça c'est plutôt le passé. Dès les années 66, 66 précisément, M. Delgado, neuroscientifique américain, savait quasiment téléguider un taureau. Donc c'était un cas où il avait implanté un taureau avec une interface et il pouvait, dans une corrida, faire arrêter le taureau directement. Donc il appuyait sur sa télécommande et puis le taureau arrêtait de charger. Il était financé par l'Office of Naval Research, encore une fois. Et clairement, à l'époque, les journaux américains avaient dit « Nous avons hâte de voir ça chez l'homme ». Ce qui a été fait. Nous en avons les traces dans des cas médicaux aux États-Unis, bien sûr médicaux, c'est-à-dire des cas de vétérans aux États-Unis qui sont revenus avec telle ou telle pathologie. Des tentatives de faire progresser cette recherche-là, pas seulement donc, au-delà de la pathologie, pour augmenter l'homme, ont été faites. Et le sujet de l'homme augmenté, eh bien, c'est pour moi le sujet qui intéresse aussi bien le passé que le futur. Par exemple, aujourd'hui, Elon Musk, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est le patron de Tesla, le patron de SpaceX, c'est quelqu'un qui lance des voitures dans l'espace. Il a dit, et qui repose des fusées, voilà, dans le week-end pour occuper ses journées, il repose des fusées sur des barges. Et ce type a dit, j'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas à l'impact. Eh bien, ce type a créé une société qui s'appelle Neuralink, et que je n'aime pas du tout, et qui pour moi est le sujet le plus intéressant justement sur ces débouchés, ces avancées, aussi bien de la recherche fondamentale qu'appliquée, et puis les grandes tendances et les grandes intentions. L'objet de Neuralink est clairement de dire que les IA vont tellement nous dépasser que si nous n'avons pas d'interface cerveau-machine directe, c'est-à-dire ce qu'on appelle les DNI, Direct Neural Interface, qui ont été développés au départ par l'armée, eh bien si nous n'avons pas ça, si nous n'avons pas une prise de silicium directement dans notre cerveau, selon Elon Musk, nous ne serons plus compétitifs face aux machines. Personnellement, je m'inscris complètement en faux face à cette vision. Vous nous rassurez. Oui, il y a eu un débat assez similaire dans les années 50. Vous aviez des gens, dans les années même 40 et 50, qui étaient convaincus qu'il fallait nourrir l'homme par intraveineuse. Oui, non, il y a toujours et qui ont apporté plein d'arguments là-dessus. Pour moi, l'intranerveuse est le prochain débat. Voilà, on reviendra sur ces notions de façon plus classique, sur le transhumanisme et tout ce qui a été dit sur, en effet, le fait de vieillir, de rester longtemps. Et encore une fois, moi, j'insiste beaucoup sur l'espérance de vie en bonne santé, parce que le reste, c'est un peu de la performance gratuite. Lionel Nakache, alors là, vous, en neuro, c'est une explosion phénoménale. En fait. Oui, et alors rapidement, juste pour rebondir sur ce que Idriss Aberkane a dit, je pense qu'il faut faire extrêmement attention dans ce genre de projection, de perspective, à faire la part précisément du fantasme et de la réalité. Et parce que ces fantasmes, ils sont millénaristes, ils existent tout le temps. Alors chaque année ou chaque période, ils vont utiliser un jargon un peu différent. Au début du XXe siècle, il y avait des gens qui prenaient des gonades de primates pour essayer d'augmenter leur virilité. C'est pas nouveau, toutes ces histoires. Simplement, ce qui est nouveau, c'est le jargon qui entoure tout ça. Et que je crois qu'une de nos missions, en tant que scientifique, et pas seulement scientifique, c'est d'arriver à rendre au grand public, parce que ce sont des débats de société qui intéressent chacun d'entre vous, et c'est pour ça que vous venez aussi, c'est pour pouvoir avoir votre mot à dire, c'est de ne pas rester sidéré par quelque chose qui vous demande de vous prosterner, amen, ou c'est horrible,
mais c'est de rester avec un esprit lucide, critique, de prendre pour argent comptant ce qu'on vous donne et de voir ce que vous jetez, ce que vous gardez, ce qui vous paraît exciter en vous le rire ou le dégoût, ce qui paraît du délire et ce qui paraît de la réalité. Alors si on revient maintenant à mon domaine à moi qui est beaucoup plus minuscule que tout ce qui a été évoqué, on est beaucoup plus modeste dans le sens où ce qu'on sait faire est très 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 limité. Et si vous voyez des patients qui ne sont pas conscients ou dont on ne sait pas vraiment s'ils sont conscients, aujourd'hui on est on pourrait dire nos rêves sont encore beaucoup plus limités que ceux qui ont été évoqués. Alors peut-être pour aller rapidement, en 10 ans ou en 10-15 ans, ce qui a été pour nous dans mon domaine important, c'est qu'on a réussi à progresser, là aussi de manière, ce sont des petits pas, mais qui pour nous sont importants, c'est qu'on peut développer par exemple des méthodes cliniques, donc sémiologiques, examiner les comportements des malades, mais en inventant une nouvelle sémiologie. Vous voyez, c'est un peu contre-intuitif, les gens s'attendent à ce qu'on parle d'IRM, on les utilise, on est expert dans ces domaines-là, mais avant tout, c'est le comportement, et essayer de trouver dans le comportement des patients des signes qui nous montrent qu'il y a plus que des comportements réflexes, que des comportements qui impliquent des réseaux corticaux complexes, voire même des modes de conscience qu'on peut recueillir de manière totalement indirecte. Alors, on pourrait évidemment occuper toute la journée avec ça. Deuxième point, c'est qu'on a développé des outils qui utilisent des outils d'imagerie cérébrale, comme l'IRM, comme l'EEG, des outils qui parfois sont anciens, mais qui nous permettent de mettre en évidence ce qui semble aujourd'hui des signatures du fait que votre cerveau fonctionne dans un mode conscient. Autrement dit, quand vous êtes dans un état où vous êtes capable de percevoir les choses à la première personne versus non. Donc on a progressé en 10 ans, et ça veut dire en clair, un patient qui vient nous voir aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, il bénéficie dans nos centres, on n'est pas évidemment que nous, beaucoup de collègues, il bénéficie d'explorations beaucoup plus riches et qui permettent de répondre de manière moins ignorante à la question. Et deuxième point, c'est qu'on commence à avoir des procédés thérapeutiques innovants, qui restent là aussi très modestes. On ne sait pas encore sortir immédiatement un patient qui a fait un traumatisme crânien sévère, il va souvent garder un handicap cognitif important, etc. Mais on peut déjà commencer à augmenter le niveau de sa conscience, le niveau de ses fonctions exécutives, etc., par différents dispositifs, comme par exemple la stimulation transcrânienne, ou parfois des interfaces cerveau-machine dont Idriss Aberkan parlait, qui nous permettent de commencer à entrer en communication avec certains codes, des codes moteurs par exemple. Donc on a ces premiers progrès qui restent très modestes, mais qui pour nous sont un signe de perspective plutôt positif. Si on arrive, je terminerai par 2 conditions. Les conditions de travail aujourd'hui en France c'est pas un scoop, c'est un peu difficile. Je veux dire, la pratique dans l'hôpital public, c'est une période de mutation. Et donc cette mutation, il faut qu'elle soit accompagnée de manière la plus efficace possible, parce que c'est compliqué de traverser ces crises. Et deuxièmement, c'est ce que Pascal disait aussi tout à l'heure, il faut le savoir du côté grand public aussi en général, c'est que les meilleures idées en recherche, elles viennent des gens les plus libres. Donc il faut une recherche qui ne soit pas trop guidée. Et tous nos collègues qui sont là, tous les 5 d'entre nous, vous diront que dans chacun de nos domaines, il y a toujours une armée de gens qui répètent la même chose, de manière plus ou moins originale. Mais les idées qui vont vraiment donner un saut, elles viennent souvent de recherches qui, si on vous demandait aux gens, est-ce que c'est intéressant de faire ça ? La plupart du temps, les gens auraient dit non, c'est pas intéressant. Donc il faut arriver à promouvoir, ce qui est difficile, une recherche libre, mais qui serve aussi, in fine, à quelque chose. Et c'est un message, on pourrait en discuter, mais très important. Absolument, c'est un message pour Agnès Buzyn, pour le Premier ministre. Enfin voilà, c'est un message. Je n'ai pas prémédité, je n'ai pas pris de notes. Non, mais la période actuelle, c'est vrai, pour l'hôpital, n'est pas facile. On en est bien d'accord. Autre question par rapport au panel. Qui prend la parole ? Oui, allez-y, vous vous présentez et vous interrogez. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Anne-Claire Sana, interne en médecine interne. Mettez-vous bien près du micro. Oui. Donc je voulais poser une question sur l'intelligence artificielle. Donc, ces derniers temps, de nombreuses entreprises technologiques communiquent sur le fait que l'intelligence artificielle aura bientôt un impact en médecine. Donc, appartenant à la communauté médicale de manière plus ou moins éloignée, est-ce que vous avez déjà eu une expérience personnelle en clinique ou en recherche médicale où vous avez été aidé par l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est quelque chose qui relève encore du fantasme ? Et plus généralement, dans quel domaine rêveriez-vous d'être aidé par l'intelligence artificielle ? Voilà, c'est vrai, c'est le grand sujet actuel, l'intelligence artificielle. On va peut-être revenir vers vous, Lionel Nakache, pour nous dire, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est vraiment... La définition n'est pas facile. Oui, alors en fait, ce qu'on entend par intelligence artificielle, ça va être l'utilisation d'algorithmes qui sont en général traités par des supports informatiques. Il y a aussi de la robotisation, mais disons des algorithmes informatiques qui vont nous permettre de faire des calculs qu'on ne sait pas faire facilement humainement. Alors je peux donner une application. Nous, on l'utilise, une version qui est la version la plus basique. En fait, on ne sait pas même pas si on pourrait appeler ça intelligence artificielle. Ce qu'on appelle, il y a des techniques qu'on appelle des techniques de SVM, ça veut dire Support Vector Machine. En fait, c'est des classificateurs. En gros, pour vous donner un exemple simple, dans mon domaine des marqueurs de conscience, vous enregistrez l'activité cérébrale d'un patient, vous en dérivez par exemple 90 marqueurs cérébraux d'activité. Et chacun de ces 90 marqueurs, vous allez savoir s'il va vous permettre de savoir si le patient est conscient ou pas. Donc vous allez entraîner une base de données
avec par exemple 100 malades, 50 sont conscients, 50 ne sont pas conscients, et pour chacun de ces malades, vous allez donner à l'algorithme les valeurs des 90 valeurs, les valeurs des 90 paramètres dont j'ai parlé. Et donc là, on fait un saut de vertige, c'est que vous arrivez dans ce qu'on appelle un hyperespace, un espace à 90 dimensions, et chaque malade, c'est un point dans cet espace, vous voyez, chaque coordonnée des 90 marqueurs. Et votre algorithme, il va chercher la solution mathématique qui permet au mieux de séparer les deux populations, en cherchant un hyperplan, en cherchant une façon, et une fois qu'il a trouvé sa solution avec l'entraînement, vous pouvez lui donner les données d'un malade qu'il ne connaît pas. Et donc, vous allez avoir un diagnostic algorithmique fondé sur cet apprentissage supervisé. Mais ça, si on en parle avec nos collègues ici, c'est pour les spécialistes, ce que je ne suis pas, en intelligence artificielle, c'est une méthode basique, si vous voulez. Et alors, ce qu'on appelle le deep learning, le machine learning, etc., j'en ai pas encore un usage, mais on a déposé une ANR avec des collègues de Paris 6, mais j'en ai pas eu un apprentissage, une utilisation personnelle pour le moment. Mais évidemment qu'on rêverait d'utiliser tout ce qui peut nous permettre d'avoir des performances meilleures dans notre acuité diagnostique. Alain Fischer, est-ce que dans ce domaine clinique, par exemple, pour rester dans la clinique, est-ce que cette gestion des big data, puisque ça revient en fin de compte à gérer des big data, est-ce que ça peut vraiment être une aide par rapport aux médecins, ou est-ce qu'en fin de compte, on déplace le travail, entre guillemets, du médecin vers une machine? En termes d'applications simples actuelles, la réponse est qu'il y a déjà des applications, très concrètement, par exemple, dans notre institut, mais d'autres ont fait la même chose, bien sûr. On a développé ce qu'on appelle les entrepôts de données, où sont collectés un très grand nombre de données cliniques, pour l'essentiel, mais pas exclusivement cliniques, sur un très grand nombre de malades, des centaines de milliers de malades. Et ensuite, donc, à l'utilisation d'algorithmes, il est possible d'extraire des groupes de patients sans a priori avoir l'idée qu'on allait identifier tel ou tel groupe de patients qui ont des caractéristiques communes et qui permettent donc de mieux les diagnostiquer et éventuellement d'effectuer des recherches sur ce patient ou voire de thérapeutiques. Et de la même façon, pour repérer des mutations dans des gènes, lorsqu'on est face à la séquence d'un génome d'un grand nombre d'individus avec un très grand nombre de variations et repérer les variations significatives à côté de celles qui n'ont pas de signification médicale, le recours à des systèmes de logiciels qui savent faire la distinction sur une série de critères entre tel et tel type de variation et d'application immédiate. Mais c'est encore très peu de choses par rapport aux progrès qui vont certainement venir. Sur ce plan, je n'ai pas particulièrement d'inquiétude concernant l'aide au diagnostic à travers l'enregistrement d'un très grand nombre de données et l'acquisition de connaissances permettant d'en générer de nouvelles. C'est absolument clair en termes d'aide au diagnostic. Aide, par exemple, à l'analyse d'images. Aide, c'est déjà étudié, les collègues à Strasbourg, en termes de chirurgie, permettant d'avoir une réalité augmentée, permettant de voir derrière un organe anatomiquement ce qui se passe, où les chirurgiens peuvent aller sans voir directement avec ses yeux, grâce à des systèmes d'analyse d'images assez sophistiqués. Donc je pense qu'effectivement, il y a de multiples applications qu'il faudra borner, mais qui seront absolument indispensables, et nous serons probablement à des degrés divers, si nous l'acceptons, c'est une autre question, connectés avec nos smartphones, avec nos médecins, qui suivront un certain nombre de paramètres dans notre vie quotidienne et adapteront nos thérapeutiques, par exemple. Pascal Cossard, en recherche fondamentale, est-ce que ça sert à quelque chose? En recherche fondamentale, ça sert comme... disons, utiliser la puissance de l'informatique pour analyser nos données. Et donc, si vous comparez, par exemple, le microbiote de quelqu'un qui est en bonne santé avec quelqu'un qui a une infection, ça vous donne une idée de ce qu'a produit l'infection sur ce microbiote. Et si on accumule toutes les données sur toutes les infections, sur tous les microbiotes pendant toute la durée de la maladie, on va pouvoir faire des diagnostics d'ici quelques années. Mais pour le moment, nous, à l'heure actuelle, on en est à ça, à essayer de comprendre quel est l'effet de l'infection sur justement un microbiote normal. Je me tourne vers le panel, parce que je vais revenir bien sûr sur les autres experts, pour interpeller Jean-Jacques Vigneault, qui je crois avait une question sur le même thème. Bonjour, alors voilà, moi je suis Jean-Jacques Vigneault, donc je suis ostéopathe, et je me pose aussi beaucoup de questions sur les domaines de l'intelligence artificielle. Alors la première question, elle concerne un peu tous, elle est au sujet tout simplement de toutes ces compétences qu'on peut aborder dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez parlé de base de données, de traitement de données, dans des cas pratiques également, microbiote comme dans la neurologie. Quelle est finalement la part de la dimension humaine dans l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle? Ça, c'est ma première question.
Alors, la deuxième question porte davantage sur à qui incombe la responsabilité juridique lorsqu'il va y avoir un choix médical qui va être réalisé avec l'intelligence artificielle. D'autant que voilà, si le patient justifie ou du moins dit se sentir mal soigné, à qui donc qui sera porteur de la faute. Et finalement, juste une question un peu plus ouverte qui porte sur comment imaginerez-vous demain la médecine avec l'intelligence artificielle dans la pratique clinique de tous les jours? Voilà, est-ce que l'ordinateur va vraiment remplacer le médecin? Est-ce que vous avez en fin de compte, à taper sur un clavier, on vous donnera votre diagnostic et vos médicaments? Jean-Christophe Roussin et ensuite Idriss Aberkane. Oui, je suis très content que vous posiez cette question parce que je crois vraiment qu'il faut mettre en garde surtout, par exemple, les étudiants ou les jeunes médecins contre cette espèce de vertige de ces innovations à venir. Non pas qu'elles sont inutiles, non pas qu'elles sont improbables, hein, peut-être qu'elles vont en effet envahir le domaine de la recherche, le domaine de la science, mais moi je voudrais insister sur le fait que la médecine... Je suis peut-être exagérément sensible à ça, parce que quand j'ai choisi ce métier, c'était avec cette tradition-là, que dans cette tradition-là, je me situais. La médecine, à l'époque, quand j'ai choisi ce métier, était une discipline littéraire, était une discipline de culture, était une discipline qui, pendant des siècles, avait été pratiquée par des gens qui commençaient par s'intéresser à l'individu dans toutes ses dimensions, et pas uniquement à des questions d'ordre purement technique. Et je crois qu'il faut vraiment se souvenir de ça. Moi, j'ai vu, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis éloigné de la médecine, pour tout vous dire, j'ai vu arriver dans la pratique psychiatrique, par exemple, ce qu'on appelle les DSM, c'est-à-dire ces classifications des maladies mentales, qui sont certaines qui viennent des États-Unis, qui viennent très probablement de la nécessité, et je peux le comprendre, de se protéger contre des recours judiciaires de la part des patients, etc., mais qui visent à remplacer la description clinique. Les descriptions cliniques étaient extrêmement riches, hein, la sémiologie européenne était extrêmement riche, par des critères, tel signe, tel signe, tel signe, égale telle chose. Et c'est déjà la préparation à une sorte de mécanisation de la médecine. Et moi j'ai vécu ça, je peux raconter brièvement cette anecdote, j'ai vécu ça de façon personnelle par l'absurde, parce que tous les 2 ans à peu près, je me fais faire une espèce de check-up. J'ai le tort de ne pas aller chez Alain Ducardonnet, je le faisais faire dans un service. Et alors un jour, c'était en hiver, j'arrive un peu en retard, parce que ça commençait à 7h, j'étais à 7h30, et c'était l'hiver. Alors ma l'aide-soignante me dit, vite, vite, montez sur la balance. Je dis, mais j'ai mes clés, j'ai mes chaussures. Je me dis, ah, c'est pas grave, bon, je monte sur la balance. Alors j'avais tout, mon portefeuille, mon téléphone, etc. Je monte sur la balance. Après, je vois arriver un petit externe très gentil qui me dit, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je dis, j'étais médecin, maintenant je suis écrivain, etc. Bon, très bien. Après, on me dit, vous fumez? J'ai dit, une fois par an, un cigare, etc. Bon. Bref, tout ça se passe, et à midi, à l'heure où je devais partir, on me dit, non, vous ne pouvez pas vous en aller, les médecins veulent vous parler. Et je vois entrer à ce moment-là un aréopage de médecins en blanc qui me disent, monsieur, il faut qu'on vous parle. Vous avez des facteurs de risque importants. J'ai dit, ah bon? D'abord, vous êtes un homme. J'ai dit, oui, ça c'était toujours intéressant de le savoir. Vous avez plus de 50 ans. J'ai dit, oui, j'ai même plus de 60, etc. Vous êtes sédentaire. J'ai dit, pas du tout, j'habite à la montagne, j'ai fait 2 heures de sport tous les jours. Oui. Non, mais enfin, vous êtes écrivain, c'est sédentaire. Vous êtes en surpoids. J'ai dit, mais non, j'avais mes clés, j'avais tout, je suis monté sur la balance comme ça. Vous êtes fumeur. Mais j'ai dit, mais non, une fois par an, etc. Alors, ils m'ont dit, écoutez, vous avez répondu à toutes ces questions, nous avons les critères et vos facteurs de risque sont très importants, donc il faut prendre des statines. Alors j'ai dit, mais c'est grave, je suis malade. Et ils m'ont répondu, pas encore. Et alors c'est pour éviter ça qu'il faut se méfier de l'intelligence artificielle. Vous voyez, puisque même l'humain était capable de faire cette chose-là. Un mot, Lionel Nakache, et après je voudrais... Juste un mot rapide, parce que c'est pour faire le lien entre ce que Jean-Christophe Ruvin dit et ce que Idriss Aberkane disait aussi tout à l'heure, c'est que l'exemple de Knock version 2000 et quelques, en plus c'est sans intelligence artificielle, mais ça met le doigt sur quelque chose qui est en fait quelque chose qui est possible. Idriss disait tout à l'heure qu'il y a toujours un risque du fait que l'effort est toujours quelque chose qui est un coût pour nous. Et donc une activité qui demande un effort, souvent, elle va devoir demander un investissement volontaire plus important. Et là où je veux en arriver, c'est que face à l'intelligence artificielle, on a 2 options. Soit on va pouvoir l'utiliser comme un auxiliaire, ça va nous aider,
et pour nous libérer, à libérer nos ressources pour faire des choses vraiment humaines, comme vous dites, et à investir ces questions. Mais ça, c'est un effort. Et la solution de paresse, comme celle du DSM ou des critères, la solution de paresse consiste à imiter l'intelligence artificielle. Autrement dit, à avoir une sorte d'injonction normative qui va nous conduire à nous comporter comme ces mécanismes-là, auquel cas, ça serait évidemment une déperdition importante. Mais ce n'est pas obligé. Et le facteur important, c'est l'effort. C'est est-ce qu'on va être capable de déployer le fait de sauver nos stratégies pour investir des éléments qui nous rendront moins, non pas hypocondriaques, hein, mais allez, pour clôturer le chapitre de l'intelligence artificielle, Idrissa Berkane, et après on change de sujet. Ce que vient de dire Lionel Nakache est parfaitement exact. Dans le débat public, c'est ce sujet-là, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui va nous dispenser de réfléchir. Et là, on est mort. Là, c'est qu'un triste début. Le DSM, etc., qui ont aussi été créés d'ailleurs parce que le sujet était sur la responsabilité légale, et le DSM vient effectivement des États-Unis traditionnellement parce que c'est un pays extrêmement procédurier sur le plan hospitalier, donc il fallait pouvoir avoir des critères et dire on a suivi ces critères-là, ça a bureaucratisé la médecine, et effectivement cette bureaucratisation de la médecine, l'IA y est comme un poisson dans l'eau, parce que dès qu'il y a des procédures parfaitement mécaniques, c'est le rôle de l'IA. Et ce qu'a dit Lionel Nakache est parfaitement correct dans le sens où l'IA, ça peut être un chien pour nous, c'est-à-dire on peut l'entraîner. Un chien de berger, il permet d'encadrer plus de moutons. C'est évidemment pas des patients que je parlais là, mais on peut avoir un plus gros levier avec l'IA parce qu'elle peut faire des tâches pour nous. Prenez votre téléphone aujourd'hui, vous pouvez dire Hey Siri, est-ce que je dois prendre un parapluie pour sortir ? Voilà, là vous gagnez 5 actions. Ouvrir le téléphone, aller dans Google, chercher climat à Paris, et ça, c'est 5 actions qui sont compressées en une action. Vous parlez à votre téléphone. Mais demain, vous pourrez dire peut-être Hey Siri, est-ce que tu veux pas trouver un job d'été à ma fille à Singapour ? Est-ce que tu veux pas non plus lui faire 3 versions différentes de son CV pour que différentes compagnies ? Et puis ensuite, tu veux pas lui faire sa lettre de motivation ? Et puis tu veux pas lui acheter un tailleur tant qu'on y est sur Internet ? Soyons fous. Tu veux pas aller sur Facebook pour aller chercher la couleur que l'intervieweur risque d'aimer sur son tailleur pour qu'elle porte le même ? Et puis trouve-moi un appart aussi pour ma fille, s'il te plaît. Et puis sois gentil, fais en sorte que ce soit compatible avec sa compétition d'équitation. Ben là, vous avez 15 jours de travail qui sont compressés. L'IA cherche à faire ça. Est-ce qu'elle va y arriver ? J'en sais rien. Mais l'IA aujourd'hui, elle cherche à faire exactement ça. Et en médecine, alors, il y a eu des cas où elle a eu besoin de l'humain et où la médecine préventive a été rendue très célèbre par le cas d'Angelina Jolie, qui a eu donc une double ablation mammaire. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, je ne suis pas médecin, mais c'était par ce qu'on appelle de la médecine stigmergique. La médecine stigmergique copie les fourmilières, elle regarde les parcours des symptômes du patient, enfin de tonnes de patients, et puis elle se dit « Ah, vous avez un temps de risque de développer le cancer ». Et sur ce risque-là, Angelina Jolie a eu une double ablation mammaire. Oui, mais c'était génétique. Ah, l'intelligence artificielle a joué un rôle dedans. Non, pas du tout. Excusez-moi. Pas du tout. Si on a identifié des mutations d'un gène... Alors, je vous sortirai Excusez-moi. J'ai lu l'article qui disait clairement que le deep learning avait contribué... Voilà, on ne va pas rentrer dans la polémique, en effet, bon. parce que mais en tout cas... Bon. C'est l'objet de discussion, en effet, qui sont relativement importants. Vous demanderez au professeur Pierre Collet à l'Université de Strasbourg. Oui. Il a fait une conférence sur le sujet. Terminé, Idriss. En tout cas, le professeur Pierre Collet de l'Université de Strasbourg a fait en fait tout un séminaire sur ce sujet. Ça s'appelle la médecine stigmergique. Et le sujet, effectivement, est de regarder les parcours qu'ont eu les patients pour en estimer des probabilités. On peut voir ça comme de l'inférence bayésienne. Mais le vrai sujet, encore une fois, c'est d'arriver dans de la mécanisation totale de la médecine. C'est-à-dire qu'il y ait en fait un parcours, et là, sur le plan légal, ça émanciperait en quelque sorte le médecin, puisque l'idée, ce serait que c'est l'algorithme qui a été appliqué. Et que non, mais, alors, écoutez, sur ce sujet de la, parce qu'il faut qu'on change de sujet quand même, parce qu'on ne va pas faire toute la session. Je vous renvoie au professeur Pierre Collet. En plus, il est dans la même université que vous, donc vous pourrez parler ensemble. Quel est le problème alors ? Non, attendez. Je veux réagir sur la mécanisation complète de la médecine. Mais finissez votre propos. Non, là, je force le trait. J'ai pas dit que c'était le cas. Attendez, on va arrêter parce que le problème est simple, c'est qu'il faut quand même qu'on aborde divers sujets. Je sais que j'ai pas dit que c'était le cas, mais c'est que c'est une tentation. On vous a entendu. Ouais. On vous a entendu. On va arrêter si vous permettez parce que ça permet de passer à d'autres sujets et de ne pas engager de polémique parce que malheureusement, on doit donner la parole à la salle. Il nous reste 35 minutes en tout et pour tout. Donc je suis désolé, je fais un petit peu preuve d'autorité, mais on revient vers vous après pour d'autres sujets. Je voudrais que Mélanie Manguin pose sa question. Bonjour à tous, donc je suis Mélanie Manguin et je suis data scientist. Donc je design des algorithmes et ce qui m'intéresse particulièrement dans l'intelligence artificielle, c'est donc ce qu'elle peut apporter pour la santé et notamment dans le développement de traitements de plus en plus personnalisés. Ces dernières années, on a eu la recherche en médecine a permis d'avoir une connaissance beaucoup plus vaste
du patrimoine génétique de chacun, et notamment d'évoquer la question de traitement personnalisé à chaque individu en fonction de son ADN. Et ma question et ma crainte, ce serait donc ces traitements qui paraissent prometteurs, mais aussi beaucoup plus complexes, est-ce qu'ils ne seraient pas destinés, Alain Fischer, à... pas à vous directement, mais est-ce que du coup, ils ne s'adresseraient pas à une élite, et est-ce qu'on ne va pas aussi vers du coup une gentrification, si je peux dire, des traitements personnalisés? Voilà, c'est un des grands sujets actuels, en effet, c'est de dire on va traiter de façon totalement spécifique, avec l'aide du génome, bien évidemment, et ça débouche généralement sur des médicaments innovants, des médicaments récents, donc qui sont relativement chers et qui posent le problème de l'accès à tous. Alain Fischer. Et en fait, il y a plusieurs questions dans votre question. On va mettre de côté l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé. La médecine de précision, elle s'applique de façon assez variable à la médecine. C'est un terme très à la mode et très élégant et très attractif. Il y a des situations où réellement cela commence à exister et cela se développera. Le domaine le plus évident aujourd'hui est le domaine du cancer, où on peut identifier les mutations les plus importantes d'un cancer donné et dans certains cas adapter la thérapeutique presque malade par malade, en tous les cas groupe de malades par groupe de malades. Un autre domaine dont on parle moins souvent mais qui est tout à fait important, qui est ce qu'on appelle la pharmacogénomique, c'est-à-dire le fait que nos gènes, et à travers nos gènes, notre métabolisme fait que notre corps utilise de façon diverse un médicament. Donc pour optimiser l'utilisation d'un médicament donné, la dose à utiliser, le choix même du médicament, donner une forte dose, une plus faible dose, éviter la toxicité et être efficace, on pourra céder, et c'est déjà le cas pour certains médicaments, certains anticoagulants par exemple, qui sont donnés aux personnes qui ont eu des infarctus du myocarde ou d'autres accidents thromboemboliques. On peut adapter les doses en fonction de certaines particularités du génome. Mais il ne faut pas imaginer qu'on va passer dans un système, même à moyen terme, d'une médecine individualisée strictement dans tous les domaines. Mais l'autre volet de votre question, qui est extrêmement important, qui est l'accessibilité de la médecine innovante. Il y a, et c'est une excellente nouvelle, dans beaucoup de domaines, des innovations médicales majeures. Le cancer en est un, avec de nouvelles thérapeutiques qui sont en place depuis 5 à 10 ans. Le traitement de certaines maladies infectieuses, par exemple, je pense que c'est l'exemple le plus spectaculaire, c'est la mise au point d'un traitement qui permet de guérir de l'hépatite C, donc une hépatite qui peut être mortelle dans un certain nombre de cas. Un traitement a été mis au point qui est parfaitement efficace, et puis on pourrait continuer à énumérer comme ça un certain nombre de succès de la médecine des années récentes, mais ces traitements sont onéreux. Si on prend le cas du traitement de l'hépatite C, par exemple, quand il a été mis sur le marché, le coût de traitement d'un malade, c'est environ 80 000 €, sachant qu'en France, il y a 250 000 personnes qui portent le virus, si bien que initialement on a restreint l'utilisation de ce médicament, que je cite à titre d'exemple, uniquement aux patients qui avaient les formes les plus sévères d'hépatite C, et on n'a pas traité les autres, compte tenu du coût. Calculé 250 000 fois 80 000. Les médicaments ont maintenant baissé de prix en France, ils sont autour de 40 000 €, et c'est encore extrêmement onéreux, et il y a une volonté, ce qui est légitime évidemment sur le plan médical, que tous les malades puissent être traités. En France, nous avons la chance d'avoir un système qui s'appelle la sécurité sociale, qui théoriquement donne une accessibilité à tous de tous les médicaments. Néanmoins, nous sommes en situation à risque pour l'avenir, car il y a, à mon sens, un coût, un prix des médicaments qui n'a pas grand-chose à voir avec son coût, et même avec sa valeur. On pourrait discuter longtemps de cet aspect des choses. Et il y a des exemples de traitements qui viennent d'être mis sur le marché, par exemple de nouveaux traitements du cancer dont le coût est de l'ordre de 500 000 € par malade. Il y a des protéines qui sont utilisées pour traiter certaines maladies rares dont le traitement ou des médicaments, le prix est de 200 à 400 000 € par malade et par an. On ne va pas aller très loin comme cela, sachant que la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura beaucoup de traitements nouveaux de ce type dans les années qui viennent. Et la mauvaise nouvelle, c'est que l'équation économique, si on continue avec ce type de prix de médicaments, est juste intenable. Donc il y a là une réelle difficulté, une nécessité de régulation qui, à mon avis, est largement insuffisante aujourd'hui. Là, c'est une discussion qui devient politique, qui n'est pas purement française, qui est à l'échelle mondiale, où, de mon point de vue, il y a un laxisme relatif à l'égard de l'industrie pharmaceutique qui doit avoir un revenu légitime de ces innovations, mais pas aux dépens de l'intérêt général.
Et je rebondis sur Jean-Christophe Ruffin, justement, parce qu'on parle d'égalité d'accès aux différents types de médicaments. Vous évoquiez en effet le traitement du sida, qui a fait l'objet d'une longue négociation, justement, avec l'industrie pharmaceutique. Quelques exemples, justement, quand on voit ici la finesse aujourd'hui du diagnostic ou de la mise en route de certains traitements très onéreux, comment l'homme de terrain et de médecine humanitaire réagit. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a deux choses qui vont de pair, qui vont parallèlement, qui cheminent parallèlement, c'est le progrès et l'inégalité. Parce que plus ces progrès en matière de santé avancent, plus les inégalités posent problème. Inégalités entre personnes, ceux qui ont des moyens, ceux qui n'en ont pas, dans un pays, entre pays riches, pays pauvres, et même entre maladies. Parce que quand vous prenez l'exemple du sida tout à l'heure, qui est traité maintenant en Afrique, par exemple, vous avez créé aussi des inégalités comme ça, parce que vous avez certains hôpitaux, même peut-être la majorité en Afrique, où vous avez les départements des gens qui traitent les gens qui ont le VIH et qui sont très aidés au niveau international et de très bonne qualité. Vous allez à l'hôpital de Fann à Dakar, par exemple, le département sur le sida, c'est un très beau bâtiment, très bien équipé, etc. Et puis vous traversez la cour et de l'autre côté, vous avez les patients qui souffrent de tuberculose ou de maladies. Et encore la tuberculose relativement privilégiées, si je puis dire, mais qui ont des maladies moins reconnues, moins aidées, moins soutenues, et qui, eux, sont dans un état d'abandon considérable. Donc cette progression des inégalités est considérable. Alors, pour ce qui concerne la France et les situations sociales et politiques de ces coûts, Alain Fischer en a parlé, puis moi je ne suis pas particulièrement compétent, je voudrais juste signaler sur la question internationale que c'est un bémol d'ailleurs du premier point que j'avais soulevé sur le sida, c'est que bien sûr on a fait cet effort de travailler pour juguler ou en tout cas contenir cette pandémie au niveau mondial, d'accord, mais aujourd'hui il faut sans doute revenir un tout petit peu sur nos procédures. Par exemple, on a créé ce fonds mondial sida, paludisme, tuberculose. Le sida a bouffé, si je puis dire, l'immense majorité des crédits. Et certains pays, notamment la France, ont fait le choix, dans leur coopération de santé, de mettre pratiquement tous leurs fonds sur ce fonds mondial, et au préjudice, aux dépens de la coopération hospitalière générale. Autrement dit, pour être plus concret, nous avons dans beaucoup de pays, notamment d'Afrique, des systèmes de santé et des systèmes hospitaliers qui sont en très mauvais état, et même de plus en plus mauvais état. Et nous avons ponctuellement des efforts qui sont faits sur telle ou telle maladie. Donc je crois qu'il faut revenir quand même à une conception, si on veut lutter contre ces inégalités, à une conception relativement simple de la coopération internationale en la matière, qui consiste à dire qu'il faut, pour avoir une santé acceptable dans une population, développer les systèmes de santé en général, c'est-à-dire avoir des hôpitaux qui fonctionnent, avoir des médecins qui sont payés comme il faut, etc. Et que l'approche par maladie, qui a pu être nécessaire pour le sida, ne suffit pas et même produit des effets pervers aujourd'hui. Merci beaucoup. Une autre question. Alors, je ne sais plus qui dans le panel voulait poser une question sur le microbiote, me semble-t-il. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Thomas Huneau, je suis étudiant en médecine à Paris-Descartes. Tout le monde ne me voit pas forcément. Mais j'ai une question qui s'adresse principalement à Madame Cossard à propos de la microbiote dont vous avez déjà un peu parlé. Donc, les avancées que vous avez décrites scientifiques sur la microbiote ont vraiment montré que le système de symbiose où des micro-organismes apportent un bénéfice à un autre organisme avec le principe de bénéfice réciproque était un système viable et qui pouvait être appliqué qui s'appliquait à beaucoup d'éléments, notamment à l'homme. Néanmoins, ce concept reste assez méconnu, dans ses grandes lignes il est connu, mais dans ses précisions méconnues du grand public. Et donc, mes questions sont, dans une société actuelle où on a une peur un peu pathologique des bactéries et où les antibiotiques sont utilisés un peu trop largement, comment peut-on préserver justement ce microbiote? Et mon autre question est, quelles sont actuellement et quelles seront les utilisations pratiques de l'étude de ce microbiote? Bon, moi, je suis très contente en 2 minutes. Oui, je suis très contente qu'on revienne sur le microbiote parce que
Je suis étonnée que vous ayez posé la question, puisqu'on a eu droit aux questions à l'avance, que vous ayez posé la question que les gens ne sont pas au courant du microbiote. Parce qu'il y a quand même eu un livre... Qui dans la salle sait ce qu'est le microbiote? Levez la main. Non, je pense que les 30%. Gens sont au courant maintenant qu'il y a des grandes assemblées de micro-organismes qui sont présents dans l'intestin, sur la peau, dans la cavité orale, partout, et aussi bien dans l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous nous dites comment on peut faire pour que le public soit mieux informé. Bon, ben là, achetez le livre de Pascal Cossard. C'est simple, hein, oui, Odile Jacob est très content. Non, mais en tout cas, il faut que les gens aillent vers, évidemment, les médias. Et moi, je peux vous dire que chaque fois que je suis invitée, j'essaie d'en parler. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut en parler les uns aux autres. Et ça n'est pas du tout trivial, parce que je pense que là, on a une révolution. Et moi, je voudrais vous dire, ça me permet, puisque j'ai la parole, de dire quelque chose au sujet d'un mot qui n'a pas encore été prononcé, c'est l'épidémie d'obésité, qui vraiment me fait peur. Quand j'entends des chiffres comme quoi, aux États-Unis, en 2025, 50% de la population sera obèse, il ne faut absolument pas qu'en France, on arrive à des situations qui soient proches de celles-là. Et je voudrais rebondir sur ce que Jean-Christophe Rufin a dit, il ne faut pas non plus qu'on arrive à une fracture sociale en France qui fera que les gens qui soient plus facilement, qui achètent plus facilement de la nourriture, peut-être, qui apparemment est plus cher, ne deviennent pas obèses, alors que ce seraient les populations plus pauvres qui deviennent obèses. Et là, je pense qu'il y a vraiment une grande information qui doit être faite aux parents, aux enfants, à toutes les populations, pour dire qu'à l'heure actuelle, vous avez dans votre corps autant de cellules que de bactéries, puisque les chiffres ont été revus là récemment. Quand vous prenez un repas, vous nourrissez vos bactéries, donc il faut faire très attention à tout ce que vous mangez, etc. Et là, vraiment, je remercie ce débat, parce que je pense que c'est extrêmement important à l'heure actuelle de faire attention à la nutrition, puisque la nutrition va remodeler votre microbiote, et que le microbiote est très important pour toutes les conséquences, l'obésité, et puis l'apparition des diabètes, et de toutes les conséquences fâcheuses que ça peut apporter. Voilà, donc si vous voulez être chic, vous ne dites pas flore intestinale, vous dites microbiote, et là vous engagez la discussion. Une dernière question venant du panel, pour en fait, je pense, Idriss Aberkane et Lionel Nakache, concernant les neurosciences. Alors je ne sais pas lequel de vous devait poser la question sur les neurosciences. Il y a des très belles questions qui avaient été rédigées, mais peut-être que la personne qui devait la poser n'était pas là, alors je vais la poser pour lui. Non, vous avez quelqu'un, non ? Non, la question qui concernait les neurosciences, c'était en fait avec ces connaissances encore plus approfondies du fonctionnement du cerveau, quel peut être en fait l'impact sur la société, sur la prise de pouvoir par rapport à un certain nombre de mécanismes du cerveau, et ça allait même jusqu'à la notion mercantile, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on va aller éventuellement. On sait classiquement pour la publicité, on utilise un certain nombre de méthodes par l'IRM fonctionnel pour éveiller des réflexes. Donc en quoi la neuroscience risque éventuellement de dévier un tout petit peu et d'avoir un impact négatif sur la société. Idriss ou Lionel qui commence ? Lionel, oui. Juste une remarque là-dessus simple, c'est que moi je prendrais presque le problème à l'envers. C'est que, une fois de plus, si on s'intéresse au débat public, aux problèmes de société, aux questions de société, le constat qu'on peut faire depuis une dizaine d'années justement, qui n'existait pas là il y a 40 ans, c'est que les neurosciences, au sens large, s'invitent dans de plus en plus de débats. Les débats sur l'éducation, on en a entendu parler récemment, les débats sur la santé, évidemment, mais également sur la justice, sur la prise de décision. Donc, autrement dit, que les neurosciences aient des choses intéressantes ou pas à nous dire, et je fais des neurosciences, donc je pense qu'il y a un certain potentiel, mais indépendamment de ça, même, oubliez les neuroscientifiques, comme citoyen, le fait qu'on ne puisse plus éviter la confrontation à un discours en provenance des neurosciences pour toutes ces questions, ça a une conséquence, pour moi claire, c'est qu'il faut que dans notre culture générale, il y ait une dimension de culture cérébrale. C'est-à-dire qu'en réalité, de la même façon que vous avez des notions générales d'histoire de France, une culture géographique, vous avez une culture mathématique, etc. Et quand vous avez une culture de base, c'est pas pour devenir une médaille Fields, ou quand vous faites du sport, c'est pas pour être champion olympique. C'est pour être capable d'avoir une capacité à exercer votre esprit critique sur des choses qui vous arrivent, des informations qui vous arrivent. Et aujourd'hui, force est de constater qu'effectivement, les neurosciences, et pas que les neurosciences, le microbiote aussi, tous nos collègues, mais les neurosciences s'invitent
dans ces débats. Et donc je crois que la meilleure façon pour qu'une démocratie fonctionne, c'est pas uniquement qu'il y ait des instances qui permettent de protéger, mais c'est que également chacun des citoyens soit capable de penser par lui-même ces questions jusqu'à un certain point. Et donc il nous faut, je crois, c'est pour ça que je prends le problème à l'envers, juste prôner sans corporatisme aucun, mais je crois qu'il faut qu'il y ait une culture cérébrale minimale que chacun d'entre nous doit avoir pour être capable à nouveau de ne pas rester sidéré par un discours, mais de pouvoir penser et se positionner et avoir une opinion de citoyen. Voilà, mais c'est très général ce que je dis, mais je pense que c'est important. Idriss Aberkane. La course aux neurosciences a déjà commencé, même à l'échelle géopolitique, c'est-à-dire que quand on regarde les intitulés des bourses américaines sur différents sujets, les neurotech sont un domaine d'investissement en pleine croissance. Très souvent, ce sont des bourses de ce qu'on appelle la DARPA, qui est l'Office de recherche et développement du Pentagone, pour tout un tas de raisons, encore une fois, l'interface cerveau-machine. Vous prenez par exemple le casque du dernier F-35 américain, le casque seul coûte $400 000, juste le casque. Et il est le résultat de recherche en interface naturelle, ce qu'on appelle les NUI, Natural User Interface, pour rendre un pilote plus efficace, mais on sait bien que dans le sens militaire, ça signifie plus destructif. Les neurosciences, comme l'a très bien fait remarquer Lionel Nakache, s'invitent dans tous les débats de la société parce que c'est une tautologie de dire que la totalité de l'activité humaine vient du cerveau. Une décision de justice a un corrélat neuronal. Quand un jury, par exemple, quand un témoin dans un jury est convaincu d'avoir vu une scène alors qu'on peut prouver en neurosciences qu'il ne l'a pas vue ou qu'il a un faux souvenir, eh bien les neurosciences peuvent servir à innocenter un accusé. Et c'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois dans le système judiciaire américain. Donc avoir une culture neuroscientifique, c'est important pour pouvoir détecter les biais. Si maintenant on s'intéresse au débat toujours dans l'ordre politique, mon point de vue, c'est que si le public ne connaît pas son cerveau, d'autres personnes le connaîtra pour lui. C'est pas forcément dans son intérêt. Si c'est des gens comme Lionel Nakache, ce sera très bien. Si c'est des gens comme, vous savez, dans les bourses, j'ai parlé des bourses militaires, mais j'aurais pu parler des bourses qui viennent aussi de l'industrie du jeu. L'université de Las Vegas, par exemple, fournit beaucoup de financement pour étudier les biais comportementaux sur l'évaluation du hasard, pour pouvoir augmenter les revenus des casinos. Et ce sont des bourses de recherche qui sont très abondantes dans le Nevada. Donc le sujet mérite effectivement d'être désacralisé pour que la population puisse s'en emparer. Voilà, on arrive à la salle. C'est vous maintenant qui avez la parole. Donc vous allez... Oui, on arrive à vous. Donc vous allez pouvoir poser vos questions. Vous avez gentillesse de vous nommer et puis d'apporter votre commentaire à votre question en indiquant éventuellement à qui vous voulez la poser. Chère madame. Tenez, le micro arrive vers vous? Non, voilà, le micro arrive. Voilà. Merci infiniment. Passionnant. Moi, j'ai une question très simple parce que j'ai été très interpellée, monsieur. Vous avez dit intelligence artificielle, gestion des datas. C'est pour vous la gestion des datas? Ah, moi, je ne sais pas. Je dis les mots, mais je ne sais absolument pas de quoi je parle. C'est ce que vous avez dit. Et moi, je trouve ça très, très intéressant comme définition parce que d'une facilité, et ça doit être ça, finalement, la gestion des datas. Monsieur, vous l'avez dit. Non, je l'ai dit, mais vous savez, moi, je ne suis qu'un pauvre. Vous l'avez dit. Non, je l'ai dit oui, parce que et moi, je trouve ça top comme définition. C'est d'une simplicité, et en effet, ça doit être ça. Gestion des datas. Est-ce que ça amène une question? Je trouve ça top si c'est ça. Moi, j'ai tout compris. Merci. Un commentaire, Lionel Nakache? La question et la réponse, je pense qu'on peut, c'est vrai. On peut passer à la suivante. Mais la gestion des données, évidemment, il y a des gestions des données qui peuvent être gérées par l'intelligence humaine naturelle, on va dire. Hein. Et donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est notamment dans le volume des données et le nombre d'opérations logiques ou de computation qu'on va pouvoir enchaîner. Non, voilà. J'aurais pu dire données. J'aurais pu dire données au lieu de data. Oui, c'est voilà. vrai. C'est vrai. Non, mais il faut savoir, par exemple, que tout le monde en parle, et vous l'avez vu dans la presse, que le Watson, l'IBM Watson, est capable de faire un certain nombre de diagnostics qu'un médecin ne pourra pas faire parce qu'il n'aura pas lu toute la littérature. Donc c'est une aide, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une aide à côté du médecin. Ça ne remplace pas le médecin, bien évidemment. Il y a par exemple, je crois que tout le monde en a entendu parler, il y a 2 ans, je crois, dans Nature, il y avait un papier, mais Alain Fischer peut en parler mieux que moi, mais sur un outil dérivé du deep learning pour arriver à un dépistage du mélanome sur une image, sur des photos.
Et donc l'idée, c'était d'entraîner comme ça un système d'apprentissage par couche profonde, qui au début est éduqué par l'expertise humaine, c'est-à-dire qui est éduqué par un retour. On lui envoie des milliers d'images, des millions d'images, avec le diagnostic, c'est un mélanome ou c'est pas un mélanome, en ayant vérifié sur le plan anatomopathologique. Et une fois que cette masse de données considérable entraîne, on peut arriver à un niveau d'expertise qui parfois peut dépasser celle d'un expert. Donc là aussi, soit ça peut être comme auxiliaire, au lieu d'attendre un rendez-vous de 6 mois chez un dermato, de pouvoir avoir directement une première réponse d'une sorte d'algorithme éduqué, et pour pouvoir orienter les patients les plus à risque vers une prise en charge humaine, experte, etc. Autre question. Chère madame, merci. Oui, allez-y. Vous avez un micro devant vous, vous en profitez, vous vous présentez, vous nous dites. Donc, Hélène Valentino, étudiante à l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Cette question s'adresse à Idrissa Berkane. N'y aurait-il pas un risque de dévoiement de l'avancée des connaissances en neurosciences dans le développement commercial d'offres médicales douteuses? Comment pourrait-on s'assurer que les nombreuses start-up produisant des produits révolutionnaires basés sur les neurosciences sont scientifiquement valables et pas uniquement dans l'utilisation de neurolabels très porteurs à notre époque? Et par ailleurs, comment définiriez-vous plus généralement la perception des neurosciences cognitives dans l'imaginaire de notre époque? Eh bien voilà, tout ça en 1 minute, ça va être très bien. C'est vraiment une excellente question. En fait, j'ai évidemment pas la réponse à ça, sinon je serais riche. Mais quand on observe simplement des cas, c'est-à-dire que c'est pas forcément un lien de cause à effet, c'est une corrélation. Les meilleures startups en neurotech dans le monde, celles qui sont les plus sérieuses, sont celles qui ont une distance au découvreur la plus courte, en général. Toutes choses égales par ailleurs, quand on a des startups qui sont sur des campus, donc dans le cas de Stanford, qui est peut-être aujourd'hui une des mecs des neurotech commerciales dans le monde, le MIT aussi, qui vient de sortir un casque pour piloter des drones avec son intention. Vous savez, Dassault fait ça aussi. Vous avez une sorte d'électroencéphalogramme que vous portez, qui a été rendu de plus en plus portable, et puis vous pensez à un nuage et le drone décolle, et puis vous pensez à l'herbe, le drone atterrit. Bien entendu, le drone ne sait pas que vous avez pensé à l'herbe ou à un nuage, il sait juste reconnaître un schéma d'activité cérébrale, et ce schéma lui permet de décider s'il doit décoller ou pas. D'ailleurs, on utilise de plus en plus le deep learning pour ça. Eh bien, les meilleures startups dans ce domaine sont celles qui ont très peu de distance avec la recherche fondamentale. Et ça, bien sûr, ça pose le grand débat de la conversion recherche-emploi. Sans entrer dans ce débat qui nous entraînerait beaucoup trop loin, vous parlez de la perception des neurosciences, des sciences en général. Aux États-Unis, les sciences, c'est très sexy. Vous avez vu, par exemple, ce film Seul sur Mars, qui a fait une sorte de... comment dire, le scientifique est devenu un super-héros dans l'inconscient américain. Le geek, c'est eux qui ont rendu l'image du geek sexy et positive. Et il y a un grand sociologue français dont le nom m'échappe, mais qui travaille à l'université d'Aix-Marseille, qui a fait une très belle étude sur l'image comparée des campus dans les films, en fait. Et il a fait une étude comparée entre la France et les États-Unis. Et ce qui est marquant, c'est que ce qui ressort de son étude, c'est qu'à chaque fois qu'un campus est présenté dans un film français, c'est chiant, en fait. C'est une atmosphère particulièrement morose et glauque, alors qu'à chaque fois qu'un campus est présenté dans le cinéma américain, c'est la liberté, c'est épique, c'est quelque chose de grandiose et de désirable. Et peut-être que l'image des neurosciences, selon les pays, selon les aires géographiques, est corrélée à cette tendance. On va revenir à la France. Il y avait une question au fond là-bas, oui, madame. On arrive vers vous, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Constance. J'ai une question par rapport au fait qu'on parle beaucoup du coup d'intelligence artificielle et de big data, etc. dans la santé. Mais en même temps, on aperçoit qu'il y a une grosse tendance en ce moment aussi à toute la santé un peu alternative, le retour de la médecine douce, de la médecine chinoise, de la méditation, et en particulier, ça a été très démocratisé avec, par exemple, Christophe André, qui est psychiatre, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse qui est liée justement à l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça n'a rien à voir? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Voilà, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'on a tendance à le voir opposé. Peut-être qu'Alain Fischer a une réponse précise là-dessus. Précise, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça soit spécifiquement lié au progrès et au développement de l'intelligence artificielle en médecine et en santé, mais c'est sûr et certain qu'on pourrait imaginer que dans un contexte de progrès scientifique indiscutable en termes d'application à la santé, il y ait de façon parallèle et corrélée, et même avec une relation de cause à effet, une attitude plus rationnelle de la population à l'égard de la médecine et de l'utilisation de la médecine. Or, ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas, mais c'est toujours pas le cas.
C'est-à-dire que le progrès des connaissances n'est pas associé avec un progrès de la pensée rationnelle. Il persiste une pensée magique qui est présente chez chacun d'entre nous, à des degrés divers, probablement ancestralement liés aux peurs compréhensibles dans un environnement qui était pour le moins difficile pour l'homme. Il est au moins dans nos contrées un peu moins difficile aujourd'hui. Mais néanmoins, nous avons toujours collectivement un très grand nombre de comportements irrationnels qui vont de manger sans gluten quand on n'a pas de maladie cœliaque, ce qui est juste absurde, donner un peu d'argent aux gens qui produisent des aliments sans gluten, refuser la vaccination, recourir à toutes sortes de médecines douces qui apportent beaucoup d'argent aux personnes qui la proposent, mais qui apportent malheureusement peu de solutions médicales. Cela dit, ça témoigne très probablement, au-delà d'une analyse plus complexe de ce que sont fondamentalement nos mécanismes de fonctionnement de notre conscience et du rôle des peurs, aussi sur le fait que probablement, s'il faut battre notre coupe à nous en tant que médecins, c'est-à-dire que notre attitude en termes d'empathie, d'écoute et de capacité de réaction face à la demande des patients, à leurs angoisses, est insuffisante. Et donc, nous ne comblons pas largement une demande qui est malheureusement ensuite le fruit du recours à des pratiques non rationnelles. Voilà, en sachant qu'il y a quand même un certain nombre de thérapeutiques non médicamenteuses qui ont été validées par la Haute Autorité de Santé et qui permettent en fin de compte d'ajouter, et dans laquelle, et je suis particulièrement concerné, on met l'activité physique tout simplement, qui peut être considérée... Non, mais justement, c'est pour ça, il ne faut pas tout mélanger, parce que justement, la notion d'activité physique, de cohérence cardiaque, tous ces éléments-là, la méditation, sont des éléments qui sont positifs. Donc c'est vrai que, comme toujours, quand il y a de nouvelles techniques, elles sont parfois dévoyées. Mais ne font pas partie des médecines alternatives. Voilà, on ne va pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Jean-Christophe Levin, vous voulez intervenir là-dessus? Juste une petite remarque pour revenir sur la mort de la mort dont parlait Idriss. Quand on s'appelle Elon Musk, on peut, si on veut vivre éternellement, lancer des programmes compliqués, etc. Quand on s'appelle Monsieur Dupont, Madame Michu, on a recours à d'autres moyens, notamment on surveille son alimentation, on fait du yoga. Bon, on fait ce qu'on peut pour, dans cette perspective finalement d'une vie, je dirais pas éternelle, mais il y a quand même cette idée, et tant mieux de cette façon. Là, il ne s'agit pas de médecine, il s'agit plutôt d'une forme d'hygiène de vie. Le problème, c'est qu'on est dans une société où en même temps, sans faire de politique, mais où finalement on fait à la fois ça et on boit comme des cochons, on fume, notamment je parle des jeunes en particulier. Donc il y a des comportements, je veux dire, on peut être bouddhiste et fumer comme un pompier, enfin tout est possible. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, on est dans une société qui de ce point de vue a une offre de comportements très diversifiés dans lesquels on peut faire parfois des mélanges étonnants, voire détonnants, et toujours avec l'idée de vivre 100 ans. Et on retrouve on peut aussi entrer à l'Académie française. Ce que disait, oui, par exemple, oui. Et y vivre 100 ans. C'est ce que disait Lionel Quincache tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la notion d'effort dans ce domaine est la seule façon de modifier son comportement de vie. Oui, absolument. Et puis en vous écoutant les différentes réponses, ça me faisait penser... Moi, il y a une hypothèse que je me suis formulée il n'y a pas très longtemps, qui est assez saugrenue, mais du coup, je peux la proposer, qui est un peu liée à la question qui était proposée. C'est que moi, j'étais, je pense, comme beaucoup de Parisiens, assez stupéfait de la démultiplication des salons de massage dans toutes les rues de Paris qui n'existaient pas. De vrais massages. De vrais massages. Alors, j'ai jamais ouvert encore la porte d'un de ces salons, mais une des hypothèses que je me suis formulée, c'est peut-être qu'à l'âge de Facebook, où les gens ont 15 000 amis numériques, mais qui se caressent jamais l'épaule, peut-être qu'il y a un retour du refoulé et que les gens ont besoin de se faire toucher le corps et d'aller dans les salons de massage. Alors, c'est peut-être... à moins que ce soit des salons de prostitution, c'est autre chose. Je sais pas ça, si c'est un autre débat. Voilà, peut-être les deux. Est-ce qu'il reste une dernière question dans la salle? Oui. Pascal Cossard, allez-y. Non, parce qu'on a parlé d'une part des bactéries, des maladies infectieuses et du cerveau. Et je voudrais quand même dire qu'on parle du deuxième cerveau et je pensais qu'il fallait absolument en parler ici et de dire que ce qui se passe dans tout notre intestin a des répercussions extrêmement importantes sur notre bien-être, ce que notre cerveau ressent. On dit que, je ne sais pas exactement le chiffre, mais j'ai entendu 75% de la sérotonine est faite pratiquement dans l'intestin et migre jusqu'au cerveau. C'est ça à peu près le chiffre. Donc c'est extrêmement important de bien manger et de bien faire attention à son microbiote. Voilà. Voilà, deuxième cerveau, ça c'est un élément connu. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'est la dernière, ça sera vous. Alors... Oui, ma question porte davantage sur les concepts théoriques que peuvent apporter justement certaines médecines alternatives. Je parle notamment de la vision un peu d'ensemble qu'on peut avoir des patients.
Il y a une étude qui est parue dans Lancet en début mars, ou fin mars, plutôt dernier. Revue de référence dans la médecine. Et qui porte notamment sur la vision d'ensemble qu'on doit avoir des patients qui souffrent de mal de bas du dos, tout simplement, les lombalgies. Et à quel point on était porté sur une analyse trop systémique et trop spécifique du bas du dos, aux dépens d'une vision un peu plus holistique qui pourrait être bénéfique pour le soin des douleurs lombaires, justement. Et je pense qu'il y a des concepts dans les médecines alternatives qui peuvent être intéressants à mettre de manière transversale dans la médecine fondamentale, dans la recherche fondamentale également. Cette vision holistique, j'entends. Qui veut faire un petit commentaire? Idriss, allez, ce sera le dernier. Il y a un sujet qui est fascinant, c'est que effectivement, à trop cloisonner, parfois, on a raté des découvertes majeures. Par exemple, on a découvert il y a 2 ans que des patients vaguectomisés n'avaient pas la maladie de Parkinson. Et c'était la découverte complètement inattendue. C'est-à-dire, on ne pouvait pas voir. Donc, il y avait le nerf vague. Le nerf vague, dont le nerf vague avait été celle qui ralentit un peu les organes, voilà, qui s'occupe de la gestion des organes. Et on ne s'y attendait pas, puisque la maladie de Parkinson est connue en neurosciences pour être un déficit de dopamine dans les ganglions de la base, donc c'est un problème du cerveau. Et on s'est rendu compte que le nerf vague, qui justement est associé au 2e cerveau, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais que quand on a un fichier de patients qui ont été vaguectomisés, ils n'ont juste jamais la maladie de Parkinson. Et tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des intuitions intéressantes qui peuvent être fécondes sur le plan scientifique, d'où ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que c'est sorti dans Lancet, en l'occurrence, pour cette autre étude que vous citiez. Et il y a des intuitions intéressantes qui peuvent émerger de ces conceptions et qui peuvent être validées ensuite par la science expérimentale. C'est tout à fait correct. Alors, il nous reste 5 minutes. Vous êtes 5. Vous avez chacun 1 minute. C'est simple, ça. Pour nous dire, en fin de compte, pour vous, quelle va être l'innovation, le progrès? Vous avez une baguette magique. Quel est le progrès que vous auriez dans les 10 ans à venir, quand on se reverra tous ici dans 10 ans? Quel est le progrès que vous voudriez voir réalisé? Parce que vous pensez que par rapport à la santé, au sens collectif du terme, ça peut avoir un impact relativement important. On va commencer par, attention, Lionel Nakache. Hein, voilà. Alors 2 minutes. Non, écoutez, là vous me surprenez, je ne sais pas, parce qu'on aurait envie de répondre plusieurs choses. Alors qu'une, peut-être que, alors du coup, on a plein d'objectifs, disons, qu'on classerait ici des objectifs de performance technique, etc. Mais un autre objectif, évidemment, qui nous réunit tous, c'est, je reviens sur l'aspect qu'on a évoqué un peu, c'est que on a besoin. Le soin, c'est pas une affaire uniquement des spécialistes de santé, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants. Et on a vu, par exemple, depuis beaucoup plus que 10 ans, notamment le SIDA a joué beaucoup là, l'importance du milieu associatif. Ça veut dire que la société s'empare des maladies, que ça devienne des vraies questions. Alors moi, ce que j'aimerais, le plus, c'est que on a, par exemple, en recherche un confort de recherche qui est assez extraordinaire, en tout cas pour l'instant, et on en est très heureux. Et on a l'impression qu'on est un peu plus frustré sur le plan hospitalier et médical. Donc moi, mon souhait, ça serait qu'on puisse, quand je sors de l'ICM et que je rentre dans l'hôpital, que j'ai le même niveau de réussite pour les patients qui sont touchés par ces maladies. Et donc ça, c'est des défis à la fois sur la connaissance qu'on a évoquée. Il y a des maladies où on ne connaît pas le mécanisme, etc. Mais aussi sur l'organisation de la prise en charge et sur la prise en compte de ce facteur humain qui nous a tous interpellés. Et je ne dis pas ça de manière, parce qu'évidemment c'est politiquement correct de dire ça, mais c'est quelque chose que je pense profondément. Voilà. Idriss Aberkane. J'aimerais rebondir sur cette notion de 2e cerveau. Donc effectivement, on appelle les intestins et le système nerveux autonome le 2e cerveau. Parce que c'est la partie du corps qui possède le plus de neurones après le premier, c'est-à-dire le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Et on a des intuitions qui sont évidentes sur le 2e cerveau. Par exemple, il aime naturellement manger. Manger, c'est un plaisir, c'est pas une corvée. On parle de pause déjeuner, on parle pas de corvée déjeuner. Ce que j'aimerais beaucoup au XXIe siècle, ça serait qu'un déjeuner du premier cerveau, le premier cerveau mange de la connaissance, il aime naturellement absorber des savoirs, et on est naturellement avec une curiosité. Les enfants demandent pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les arbres sont verts, ou peut-être plus tard, hélas, l'inverse. Eh bien, j'aimerais qu'on s'intéresse autant à la façon dont le premier cerveau fait un repas de connaissances qu'on s'intéresse magnifiquement à la façon dont le 2e le fait. Jean-Christophe Ruffin. Moi, je voudrais aller dans le même sens que Lionel Nakache et dire que les progrès théoriques, les progrès d'une recherche de pointe, c'est une chose. Mais il faut qu'il soit accessible, j'allais dire, dans le quotidien. Ce qui n'est pas du tout évident. Prenez l'exemple des États-Unis dont on a beaucoup parlé. C'est certainement un des pays les plus avancés en matière de recherche et c'est un des pays où la médecine au quotidien est la plus
catastrophique en termes à la fois de prise en charge, de remboursement, d'accès aux soins, etc. Donc vraiment, et alors ça c'est pour les pays développés, pour des pays d'Afrique par exemple, la même chose est vraie avec un contexte différent, c'est-à-dire que c'est bien gentil de mettre l'accent sur telle ou telle maladie, mais si les systèmes, en particulier hospitaliers, sont complètement délabrés, ça n'aura aucune efficacité. Donc le défi pour nous, c'est de dimensionner, j'allais dire, la médecine du quotidien à l'échelle de la médecine de pointe qui est en train de naître. Alain Fischer. Je vais aller en partie dans le même sens. J'ai envie de dire 3 choses très brièvement. La première, c'est que l'objectif doit rester la santé, c'est-à-dire le bien-être de l'être humain dans des conditions naturelles et ne pas se transposer dans ces utopies, à mon avis, très dangereuses, ça a été évoqué tout à l'heure, et qui vont vers une nouvelle forme d'eugénisme et délirante, et d'ailleurs non scientifique, si on entre dans les détails, que sont les concepts de transhumanisme ou de post-humanisme. Il faut oublier tout cela, on s'occupe de l'homme, de sa santé, et faire en sorte que chacun, partout, ait les meilleures chances d'accéder à un âge raisonnable et avec une excellente qualité de vie, comme vous l'avez dit en introduction. Et ça implique 2 notions, à partir des progrès qui sont considérables et qui vont continuer à se développer dans tous les domaines de la médecine. C'est l'accessibilité, ça vient d'être évoqué, je n'y reviens pas. On ne peut pas imaginer des progrès de la médecine soient réservés à une petite minorité de la population. Ça serait une situation de destruction du corps social. Et la seconde, sur un autre plan, c'est celle de l'acceptabilité, c'est-à-dire la compréhension par la population, à travers l'éducation, des questions de soins, des questions de santé, de l'intérêt d'une série de mesures de prévention. Et donc ces 3 composantes, pour moi, sont totalement liées et sont la base de ce que doit être le développement d'une politique de santé. Voilà, nous allons terminer sur le table par Pascal Cossard. J'en profite d'ailleurs pour être votre interprète, pour remercier l'Académie des sciences de nous avoir accueillis et de nous avoir permis ce débat. D'accord. Alors moi, je ne suis pas médecin, et je suis fondamentaliste, et je voudrais dire que ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que dans 10 ans, la société reconnaisse la science et la recherche fondamentale comme étant absolument indispensables au progrès de la médecine. Vraiment, je pense que revaloriser la science parmi la société, revaloriser la recherche fondamentale parmi les politiciens, ça me paraît être extrêmement important. Merci à tous. Je pense qu'on va vous applaudir pour vous. Voilà, bonne fin d'après-midi à tous. Je vous rappelle que vous devez quitter la salle, même s'il y a une session après, vous devez quitter la salle et vous pourrez retrouver bien sûr tous ces éléments sur le site des Rencontres Capitales. Bonne fin de journée à tous.